السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مقطع فيديو آخر. في هذا المقطع إن شاء الله غادي نشوفوا la deuxième partie concernant le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. إذن في la vidéo اللي فات شفنا la restitution du connaissance et nous avons traité toutes les trois exercices de cette partie. Donc nous sommes maintenant dans une autre partie. C'est la partie la plus importante de l'examen de la matière de l'ISVT. Et on va voir l'exercice numéro 1. Donc, l'exercice numéro 1, il représente une situation problème d'une maladie génétique héréditaire rare. Donc, c'est l'anémie de Blankfein-Diamant. Donc, cette anomalie, il est caractérisée particulièrement par un manque important du globule rouge. Les hommes ou bien les sujets qui sont atteints de cette maladie, ils sont caractérisés par une manque importante des hématies. Donc les hématies sont des globules rouges et en hémoglobine. Donc même si les globules rouges qui existent chez les sujets atteints, ils sont caractérisés par une carence ou bien une concentration faible en hémoglobine, donc au niveau de la cellule. En plus de ça, les sujets ils sont caractérisés aussi par une faiblesse musculaire et des problèmes cardiaques et respiratoires. Afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie et son mode de transmission, donc ici c'est l'objectif. C'est l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer l'origine génétique, c'est-à-dire les causes génétiques de la maladie, et son mode de transmission, c'est-à-dire la façon dont cette maladie est transmise d'une génération à l'autre. Donc, on propose les données suivantes. Donc, voilà, donnée numéro 1. Donc, on mesure la quantité des grandes sous-unités et celle des petites sous-unités des ribosomes. Donc, on sait tout que les ribosomes, ce sont des protéines fonctionnelles responsables de la traduction, bien de la deuxième étape de l'expression génétique, c'est-à-dire on obtient à partir de l'ARN messager, on obtient une protéine. Ces petites unités et ces grandes unités chez un individu sain et un autre qui est malade. Donc la figure A du document donne les résultats obtenus et la figure B montre l'intervention des ribosomes au cours de la synthèse de l'hémoglobine au niveau des cellules précurseurs du globule rouge. Donc des cellules précurseurs du globule rouge, il existant au niveau de la moelle osseuse rouge. Donc ces cellules, elles ont la capacité de donner des globules rouges après différenciation et donc on obtient des cellules qui est bien différenciées se forment du globule rouge qui est capable de faire leur rôle ou bien leur fonction au niveau de l'organisme. Donc ces globules rouges ils sont représentés chez un individu sain et chez un individu malade. Donc voilà la figure A et la figure B. Donc pour la figure A, nous avons déjà dit qu'elle représente la quantité de sous-unités en unités arbitraires des ribosomes. Et donc voilà un individu sain. On remarque ici que la concentration ou bien la quantité des deux sous-unités, elle est égale. Elle est d'un ordre ou bien d'une valeur d'environ 46 unités en unités arbitraires toujours. Et voilà donc le paradoxe ici chez un individu malade ou bien un individu qui est atteint de cette maladie. Donc, comme vous voyez ici, qu'on a la concentration des grandes sous-unités du ribosome, et donc elle est normale, donc elle est de même concentration chez un individu sain, alors que la concentration des petites sous-unités du ribosome, donc on a ici la moitié de la concentration des petites sous-unités qui existe et l'autre moitié, elle est absente chez l'individu qui est atteint de la maladie. Et pour la figure B, donc comme vous voyez ici, il représente l'étape de la traduction de l'ARN messager, de l'hémoglobine. Donc à partir de cet ARNM, on obtient une quantité normale de l'hémoglobine chez l'individu sain. Et donc comme vous voyez ici, si on compare le nombre des grandes sous-unités et des petites sous-unités,
qui sont liés ici, ils sont formés ce qu'on appelle le polysome, et 10 autres qui sont libres. On remarque que la concentration ou bien le nombre, il est entre les grandes sous-unités et les petites sous-unités. Et alors, chez un individu qui est malade, qui est atteint de la maladie, on remarque qu'on aura ici un nombre des petites sous-unités plus faible par rapport au nombre des grandes sous-unités. Et donc, on aura ici l'absence de la formation de polysomes. Et donc, cela se traduit par l'obtention ou bien la production d'une faible quantité de l'hémoglobine. Donc, on va voir la question numéro 1. Donc, la question numéro 1, en vous basant sur la figure A, c'est-à-dire on va utiliser la figure A seulement du document 1, comparer la quantité des petites sous-unités et celle des grandes sous-unités des ribosomes chez l'individu sain, puis chez l'individu malade. Donc ça, c'est la première partie de la question 1. La deuxième partie, cela veut dire une explication à partir de la figure B. Donc on va utiliser la figure A dans un premier moment et par la suite, on va utiliser les données ou bien les informations qui sont représentées au niveau de la figure B. Et donc, on va donner l'explication du manque en hémoglobine observé chez l'individu toujours malade. Donc, pour la comparaison, donc, voilà la correction officielle de cette première question. Donc, chez l'individu sain, بمعنى عند الشخص العادي غير المصاب, donc la quantité des grandes sous-unités est égale à celle des petites sous-unités avec une concentration ou bien une valeur d'environ 46 unités arbitraires ici. Chez l'individu malade, donc la quantité des petites sous-unités, elle est d'environ la moitié par rapport à la grande sous-unité. Et voilà une explication de ces différences entre ces deux individus, c'est-à-dire toujours l'individu sain et l'individu malade. Donc, le manque des petites sous-unités ribosomiques par rapport aux grandes sous-unités implique la formation d'un nombre faible des ribosomes fonctionnels sur l'ARN messager responsable de la production de l'hémoglobine. Cette faible concentration du ribosome fonctionnel va engendrer une faible traduction de l'ARN messager de l'hémoglobine et donc la formation d'une faible quantité de l'hémoglobine. Donc, pour les données numéro 2, donc, des analyses ont montré que les cellules précurseurs des globules rouges chez les personnes malades représentant une difficulté dans la production de la protéine RSP19 nécessaire à la formation des petites sous-unités. Les chercheurs font des analyses et ils ont observé que cette anomalie génétique elle est liée à un autre problème. Donc, le problème ici, c'est la production de la protéine RSP19. Donc, cette protéine, elle entre dans la structure des petites sous-unités ribosomiques. En plus de ça, les chercheurs ont identifié le gène codant pour cette protéine. Et voilà donc le document numéro 2 représente un fragment du brin non transcrit de l'allèle normal et un autre de l'allèle anormal responsable de la maladie. Donc, l'anomalie de l'anémie ici, elle est liée à une manque ou bien une difficulté de la production de la protéine de l'hémoglobine. Donc, cette carence de la production de la protéine, elle est à son tour liée au nombre de petites sous-unités existent au niveau des cellules précurseurs du globule rouge chez un individu malade. Et de même, cette propriété ou bien ce caractère de manque des petites sous-unités au niveau des cellules précurseurs de la globule rouge, il est à son tour lié à une difficulté de production de la protéine RSP19. Donc voilà les données qui sont représentées sous forme de document numéro 2 ici. On a le fragment non transcrit de l'allèle normal. Et lorsqu'on dit le fragment non transcrit, cela signifiait que c'est le fragment sens ou bien le fragment codant.
Donc, il est caractérisé par une polarité 5', 3'. Et de même ici, chez le sujet atteint ou bien pour le fragment non transcrit de l'allèle normal. Et donc, on va exploiter toutes ces informations pour répondre aux questions suivantes. Donc, voilà, ici, c'est le tableau de codage du codon et des acides aminés correspondants de chaque codon. Donc, on va voir maintenant la question numéro 2. En vous basant sur le document 2 et le document 3, donnez les séquences d'ARN messager et des acides aminés correspondant à l'allèle normale et à l'allèle anormale. Et puis, montrez la relation gène-protéine-caractère. Donc, on vous voyez ici, donc, la question elle est sur 1,5 points et elle est subdivisée en deux parties. Donc, la première partie, c'est facile. Donc, on va donner la séquence de l'ARN messager pour l'allèle normal et la séquence de l'ARN messager pour l'allèle anormal. Et de même, on va donner la séquence des acides aminés correspondant de chaque allèle. Donc, pour montrer la relation gène-protéine-caractère, on a ici les deux fragments. Donc, ici, c'est l'allèle normal, ici, c'est l'allèle anormal. Et donc, comme vous voyez ici, on a une substitution de G par un thymine ici. Et une autre substitution au niveau du codon ici 18 d'un thymine par un autre nucléotide qui contient une autre base azotée, c'est le guanine. Donc, les deux mutations par substitution au niveau du triple 15, substitution de G par T, et du triple 18, substitution de T par G, dans le brin non transcrit. C'est-à-dire que c'est le brin sens. Donc, il est caractérisé par la même structure de l'ARN messager, sauf que ici, à la place du thymine, on va ajouter quoi? Donc, à la place du thymine, on va ajouter l'autre base qui caractérise l'ARN messager, c'est l'uracile. Voilà la synthèse de la protéine RSP19 anormale, non fonctionnelle, ce qui diminue la quantité des petites sous-unités ribosomes. Cette propriété elle est associée par la formation d'un nombre faible de ribosomes fonctionnels, puisqu'on aura un nombre plus faible des petites sous-unités. Donc cela elle est associé par la production faible des hémoglobines dans les globules rouges conduisant à l'apparition de la maladie ou bien de l'anémie de Blancfond-Diamant. Donc c'est un caractère. Donc voilà ici, on a expliqué la relation entre gènes et l'ARN messager et la protéine. Donc la protéine ici c'est RSP19 et le caractère c'est la maladie de Blancfond-Diamant. Donc on va voir maintenant les données numéro 3. Donc le document 4 représente l'arbre généalogique ou bien un pédigré d'une famille dont certains membres sont atteints de la maladie de Blancfond-Diamant. Donc voilà ici le document 4 qui représente une arbre généalogique d'une famille qui est atteinte de ce type de l'anémie. Donc la première remarque ici, on peut dire que la maladie, c'est une maladie qui affecte des hommes et les femmes. Donc, en plus de ça, comme vous voyez ici, que la maladie, elle se manifeste ou bien elle est apparaît au niveau de toutes les générations. Donc la génération 1, la génération 2 et la génération 3, bien la troisième génération. Donc pour la question 3, il est subdivisé en deux parties pour A, sachant que les individus 1, 2, 2, 2 et 2, 6 sont homozygotes. Donc on a ici 1, 2, donc c'est un homme, et 2, 2 c'est une femme, et 2, 6 à son tour c'est une femme. Donc on a ici un sujet qui est atteint et deux femmes non atteintes. Donc sont homozygotes. Ces trois individus sont homozygotes. Et on a ici un homme qui est atteint et deux femmes qui sont sains. Montrer le mode de transmission de cette maladie.
Et ça se voit très clair. En plus de l'homozygoté de ces trois individus, on aura l'apparition de la maladie ou bien du caractère au niveau de toutes les générations. Donc cela implique ou bien cela veut dire que l'allèle responsable du caractère, c'est un allèle qui est dominant. Donc pour la question, bien la deuxième partie de la question 3, en vos aidants d'un échiquier de croisement, calculez la probabilité pour que le couple de 5 et de 6 donne naissance à un enfant sain. Donc parmi les restrictions ici, donc il est nécessaire d'utiliser les symboles suivants. Donc grand B pour l'allèle dominant et petit b pour l'allèle récessif. L'allèle responsable du caractère, c'est un allèle qui est dominant, donc on va utiliser grand B pour l'allèle responsable de la maladie et petit b pour l'allèle normal. Pour la première partie de la question 3, donc on va voir la correction officielle. Donc le mode de transmission de la maladie. Donc chaque individu malade est issu d'un parent malade, qu'on voit ici. Autrement dit, donc le caractère, il se manifeste au niveau de toutes les générations. Donc où la maladie se manifeste dans toutes les générations. Et puisque les individus de 1,2 et 2,2 et 2,6 sont homozygotes, donc l'allèle responsable de la maladie est dominant et l'allèle normal est récessif. Donc la maladie touche les mâles et les femelles, donc cela veut dire que l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté sur le chromosome Y. En plus de ça, donc on a des hommes qui sont atteints de la maladie, par exemple ici 3,2, mais leur mère elle est saine. Donc cela signifiait que l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté sur le chromosome X, puisqu'on n'aura pas ici la transmission croisée de l'allèle responsable de la maladie. Donc la maladie, elle est portée sur un autosome, donc c'est un chromosome non sexuel. Pour la deuxième partie de cette question, bien de la troisième question, on va voir l'échiquier de croisement. Donc on va représenter la réponse sous forme suivante. Donc calcul des probabilités. Donc on a ici les parents, donc 2, 5 et 2, 6. Et voilà le phénotype des deux parents. Et on va représenter ici le génotype. Donc on a ici le 2,6 qui est homozygote, récessif, alors que 2,5 c'est un individu hétérozygote avec la présence de l'allèle responsable de la maladie. Donc pour les gamètes, on a ici 100% de l'allèle, donc 100% des gamètes portant l'allèle récessif. Et ici, on a 50-50, c'est-à-dire que 1 sur 2 des gamètes qui sont obtenus à partir de l'individu de 5, ils vont avoir un allèle grand B, responsable de la maladie, et l'autre moitié des gamètes seront portés l'allèle petit b. Et pour l'échiquier de croisement, donc on va représenter ce forme suivant. Et donc, comme vous voyez ici, on a la probabilité d'avoir un enfant sain ou bien un enfant malade pour le couple. Il est de 1 sur 2, soit 50% des enfants qui pourront être malades et 50% des enfants issus de ce couple ils pourront être sains. Et donc voilà, merci pour votre attention. Je vous donne un autre prochain rendez-vous avec une autre capsule vidéo dans laquelle on va voir l'exercice numéro 2. Merci, à bientôt.